Donc on va passer au dossier numéro 4. Hop. Il s'agit d'une femme de 67 ans, consulte son médecin traitant en raison de douleurs abdominales fréquentes. À l'interrogatoire, vous apprenez que les douleurs abdominales sont présentes depuis plusieurs années. Elles ont augmenté depuis les 7 derniers mois. En fait, ça correspond à peu près à la date du décès de son mari. Les douleurs sont plus intenses après les repas, souvent accompagnées de constipation, de ballonnement. Comme antécédent principal, elle a une HTA et un diabète non insulinodépendant. Son père est décédé d'un cancer du côlon à 84 ans. À l'examen clinique, on retrouve une patiente en bon état général, pas d'amaigrissement récent, palpation abdominale, mais simplement en évidence une sensibilité du cadre colique, pas de défense, pas de contracture. Et donc, pour soulager ces troubles, Madame X consomme régulièrement des laxatifs vendus en pharmacie sans ordonnance et des antalgiques de niveau 1 comme le paracétamol. Donc la première question, quel est le diagnostic le plus probable de ces douleurs abdominales? Deuxième question, est-ce que vous demandez des examens complémentaires? Ensuite, la patiente vous rapporte un examen qu'elle avait réalisé il y a 5 ans, voilà, qui est ici. Donc troisième question, décrivez l'examen. Est-ce que cette anomalie permet d'expliquer les troubles ressentis par la patiente? Donc la patiente revient vous voir quelques mois plus tard, alors qu'elle était satisfaite de vos traitements. Finalement, les douleurs abdominales recommencent. Ça évolue là très récemment, depuis la veille. C'est associé à une asthénie, une fièvre élevée jusqu'à 39,2 qu'elle aurait pris. Elle vous explique qu'à cause de ces douleurs, elle n'a pas pu manger du tout depuis la veille, mais elle a eu aucun vomissement et pas de trouble du transit, pas d'arrêt des matières et des gaz. Donc à l'examen clinique, votre patiente est fébrile à 38,7, a une tension à 14,8 et un pouls à 106. Palpation abdominale retrouve une douleur prédominant en fosse iliaque gauche, sans défense, et un reste de l'examen est strictement normal. Donc quel est le diagnostic le plus probable et quels examens complémentaires prescrivez-vous? Donc le diagnostic que vous avez évoqué est finalement confirmé. Il n'y a pas de signe de complication. Donc cinquième question, quel est votre traitement? Donc, finalement, malgré vos traitements, la patiente vous rappelle encore une semaine plus tard, car la douleur a augmenté et elle se sent très faible. À l'examen, vous constatez une persistance de la fièvre à 38,6 et la palpation abdominale retrouve une défense prédominant en fosse iliaque gauche. Donc vous prescrivez cet examen radiologique. Donc, commentez l'examen et quel est votre diagnostic? Donc, septième question, quel traitement conservateur pouvez-vous proposer et quels sont ses avantages pour cette malade? Donc on passe à la correction. Donc le diagnostic le plus probable des douleurs abdominales dans ce contexte, c'est a priori des troubles fonctionnels intestinaux. C'est une femme de 67 ans, c'est vraiment le terrain des TFI. Un événement de stress qui a aggravé les douleurs, le décès de son mari. Les douleurs abdominales, c'est important, qui sont fluctuantes, avec une constipation, des ballonnements, et à l'examen clinique, rien d'inquiétant, avec absence d'altération de l'état général et simplement une sensibilité du cadre colique. Donc est-ce que vous demandez des examens complémentaires et pourquoi? Donc oui, et on demande une coloscopie totale. Pourquoi? Simplement parce que c'est une femme qui a plus de 50 ans. Toute douleur abdominale de plus de 50 ans, même si vous pensez que c'est pas ça du tout, il faut absolument penser au cancer du côlon. Donc il faut absolument réaliser une coloscopie totale. Vous n'avez pas le droit de passer à côté d'un cancer du côlon chez quelqu'un qui vient vous voir pour douleur abdominale. Et par la même occasion, on va chercher une mélanose liée à la prise de laxatifs irritants, vu qu'elle prend des laxatifs vendus en pharmacie. On va rechercher des troubles coliques. Donc elle vous rapporte un examen réalisé il y a 5 ans. Donc voilà cet examen. Il s'agit donc d'un lavement baryté. Et en fait, on voit une anomalie ici, avec des petits diverticules en fait. Une petite image comme ça, un petit peu en vague, de diverticules avec des sténoses et voilà. Donc, est-ce que ça explique les troubles?
Non, parce que tous les diverticules coliques, c'est très fréquent dans la population générale et un diverticule non compliqué ne s'accompagne en aucun cas de douleur. Si vous avez des douleurs abdominales liées à des diverticules, c'est une complication du diverticule. Donc ça n'explique pas ces douleurs abdominales. Donc le traitement que vous allez proposer, c'est un traitement des troubles fonctionnels intestinaux. Donc d'abord les règles hygiéno-diététiques, boire beaucoup d'eau, un régime riche en fibres. Donc lui conseiller les fruits, les légumes crus, le son de blé, ça peut marcher, et une activité physique régulière, surtout la marche. L'arrêt des laxatifs irritants, c'est indispensable. Et si elle est toujours constipée, vous lui prescrivez des laxatifs plutôt type gel de paraffine comme le Lansoil ou les dérivés du PEG. Et un soutien psychologique. Au besoin, vous l'orientez vers un psychologue, puisque là, il s'agit de troubles s'étant aggravés avec le décès de son mari, donc peut-être qu'elle a besoin d'une aide. Donc ensuite, quand elle revient vous voir, là, on n'est pas du tout dans le même contexte, elle a mal au ventre, elle a de la température. Donc le diagnostic le plus probable, c'est a priori une diverticulite sigmoïdienne, qui est non compliquée. Donc on a le terrain qui est favorable, une femme de 67 ans, des diverticules qui sont connus, une douleur en faucille à gauche, mais pas de défense justement, ce qui nous fait dire que c'est pas compliqué, et un syndrome infectieux, donc à la fièvre élevée, l'asthénie, l'anorexie. Donc ensuite, vos examens complémentaires en urgence, vous prescrivez donc une numération à la recherche d'une hyperleucocytose, un ionogramme sanguin, une créatinine, surtout que dans le cas d'une infection, chez une patiente traitée par metformine, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë, la CRP et la glycémie, puisque c'est une patiente diabétique. Les examens d'imagerie. Donc le scanner abdominopelvien, devant toute suspicion de sigmoïdite, est absolument nécessaire pour deux raisons. D'abord pour le diagnostic positif et ensuite pour la recherche de complications associées. Là, évidemment, elle était diabétique, donc on arrête les biguanides pendant 48 heures et on l'hyperhydrate. Si on a besoin de réaliser l'examen en urgence, on arrêtera les biguanides après l'examen et avec l'hyperhydratation, ça posera aucun problème. On n'est pas obligé de les arrêter avant dans ce cadre-là. Donc votre traitement, on va l'hospitaliser. C'est une patiente qui est quand même relativement âgée, qui a priori vit toute seule chez elle vu que son mari est décédé, qui est diabétique, donc un risque de complications. Donc on va lui proposer une antibiothérapie au départ probabiliste, double et active sur les germes digestifs, donc type augmentin et oflocette par exemple, pour une durée de 10 jours, en l'absence de complications. Des antalgiques et des antispasmodiques. Bon, évidemment, je ne vous ai pas remarqué le traitement du diabète. Si on l'opère pas, on peut éventuellement lui laisser le metformine, mais il faut évidemment bien contrôler sa glycémie. Donc ensuite, un régime sans fibres végétales pour environ 15 jours. Ça permet d'aider à la résolution des troubles, surtout les douleurs abdominales. Ensuite, donc on surveille. Donc une surveillance d'abord clinique. Donc à 48 heures, on regarde si la patiente est apyrétique. Donc la palpation abdominale avec la recherche d'une défense. Et la recherche de troubles du transit en cas de vomissement, d'arrêt des matières et des gaz. Et une surveillance biologique. Donc on va surveiller le syndrome inflammatoire biologique avec une numération, une CRP, donc le ionogramme et la créate, et bien sûr la glycémie chez cette patiente en particulier. Donc là, en fait, elle revient vous voir une semaine après parce que finalement, après une semaine de traitement, ça va pas mieux, elle a toujours mal au ventre, elle est toujours fébrile. Donc vous prescrivez cet examen radiologique. Donc là, en fait, il s'agit d'un scanner abdominal non injecté, sans opacification. Et en fait, vous voyez effectivement un volumineux abcès ici, donc qui vous fait évoquer une complication de la sigmoïdite. Donc c'est un abcès, en fait, vous voyez là, c'est une image vraiment liquidienne avec un niveau hydroaérique. Ça, c'est très évocateur, surtout dans ce contexte-là. Donc l'examen, donc c'est un scanner abdominopelvien, une coupe transversale, sans injection, donc un abcès volumineux et absence d'épanchement péritonéal. Ça, c'est très important parce que si y avait un épanchement, ça voudrait dire qu'on serait plutôt dans le cas d'une péritonite.
avec une rupture de l'abcès, donc c'est pas du tout le même traitement. Donc ensuite, le traitement conservateur qu'on peut lui proposer et ses avantages, donc c'est un drainage de l'abcès sous scanner ou sous radiologie en général, avec évidemment des prélèvements bactériologiques puisque vos antibiotiques manifestement n'ont pas suffi. Donc il faut savoir à quoi on a affaire. Et on poursuit l'antibiothérapie probabiliste active sur les germes digestifs qu'on adaptera secondairement. Donc là, par contre, il faudra prolonger l'antibiothérapie minimum 6 semaines. Donc après, on verra en fonction du germe qu'on a retrouvé et de l'antibiogramme. Mais de toute façon, ça sera au moins 6 semaines d'antibiothérapie active. L'avantage du traitement conservateur, c'est simplement que si on opère les gens en situation d'infection aiguë, on va être obligé quasiment de mettre une stomie. Donc même si c'est une stomie temporaire pour 3 mois, c'est jamais très bien vécu. Donc c'est une diminution importante de la morbidité et aussi de la durée d'hospitalisation si le drainage se passe bien. C'est mieux qu'avoir une stomie, avoir des drains partout et devoir se remettre d'une intervention chirurgicale. Donc ensuite, qu'est-ce que vous proposez à la patiente après la résolution de l'épisode? Donc d'abord, en premier, ce qu'on lui propose, c'est une coloscopie totale. Un mois après, pour plus être dans le cadre de l'infection et pas risquer la perforation. Mais ça, c'est systématique. Si vous l'avez pas mis, c'est zéro la question. Parce que le diagnostic différentiel de la sigmoïdite, c'est le cancer du côlon surinfecté. Et ça, sur un scanner, dans le cadre de l'urgence, avec un abcès, on s'en rend pas forcément compte qu'il y a une petite tumeur en dessous. Donc c'est indispensable la coloscopie après tout épisode de sigmoïdite. Et ensuite, on lui propose une sigmoïdectomie à distance, généralement 3 mois après, pour être assez tranquille quand on opère, on a plus de problème d'infection. Ça permet le rétablissement immédiat de la continuité. Donc là, la sigmoïdectomie, elle est indiquée parce que c'est un épisode. Donc c'est le premier épisode, mais il est tout de suite compliqué. Donc je vous rappelle les indications de la sigmoïdectomie. C'est soit moins de 50 ans au premier épisode, soit plus de 50 ans, on va dire qu'il faut 2 épisodes. Et dans tous les cas, en cas d'épisode compliqué. Donc soit les saignements, soit l'infection, qui sont les 2 principales complications des diverticules.